Lorsque l'équipe d'ambulanciers est arrivée sur les lieux, aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer qu'ils trouveraient le corps d'une jeune femme pratiquement à bout de souffle, mutilée et respirant à peine. Mais la principale surprise n'était même pas là, mais dans le fait que quelques semaines plus tard, la même jeune fille, le mannequin Maria Kovalchuk, donnerait une interview détaillée exposant tout un réseau de « fêtes arabes » où, selon elle, règne la cruauté, la peur et la violence. Au début, personne ne croyait que de telles histoires étaient possibles dans le monde d'aujourd'hui. Certains disaient « c'est exagéré », d'autres secouaient silencieusement la tête. Mais lorsque les enquêteurs ont vu les nombreuses blessures sur le corps de Maria, sans doute le résultat de coups prolongés, les doutes ont disparu. La question s'est alors posée. Jusqu'où s'étend ce réseau et combien d'autres jeunes filles pourraient être victimes d'événements aussi inavouables? Aujourd'hui, vous entendrez une nouvelle interview que Maria a donnée pendant sa cure de désintoxication et vous apprendrez comment son histoire tragique a commencé, les abus qu'elle a subis et comment elle a miraculeusement survécu. Ce récit ressemble au scénario d'un film dystopique, mais, à en juger par le propre témoignage de Kovalchuk, il est plus proche de la réalité que de n'importe quelle fiction. En fait, Maria met en lumière tout un PAN de l'industrie de l'ombre, où derrière les grands noms de chèques et les budgets de plusieurs millions de dollars se cache la torture, l'humiliation et peut-être même le meurtre. Pour comprendre comment la jeune fille d'hier qui rêvait de podium a fini dans un tel enfer, il faut plonger dans les détails. Des premières promesses alléchantes à la sortie de l'unité de soins intensifs, où elle a littéralement rampé depuis l'autre bout du monde. Si vous pensez que les « fêtes arabes fermées » sont une fiction ou des histoires d'épouvante inventées par les journalistes pour faire du battage médiatique, le témoignage de Maria vous fera changer d'avis. Elle dit elle-même « Ce système est en place depuis des années et des années. Les filles sont introduites clandestinement et traitées comme des jouets. Mais personne ne le croit tant qu'il n'est pas lui-même sur place. » Malgré les menaces, Kovalchuk a osé donner des interviews, dans l'espoir de sauver celles qui pourraient encore tomber dans le même piège. Alors, baissez la lumière et préparez-vous. Voici l'une des vérités les plus choquantes, racontée par la voix de ceux qui ont été confrontés au-dessous des paillettes et à une cruauté impitoyable. L'histoire de Maria a commencé de manière banale. Née dans une petite ville de province, elle rêvait d'une carrière de mannequin et d'une vie sociale. Dès l'enfance, elle a été entourée de magazines Vogue et d'images inaccessibles des meilleurs mannequins du monde, et les concours de beauté locaux n'ont fait qu'attiser ses ambitions. Vers l'âge de 20 ans, elle s'installe dans la capitale, où elle loue une modeste chambre et commence à se présenter aux auditions. Au début, la chance ne lui sourit que rarement. L'objectif maximal est de tourner occasionnellement dans une publicité pour des produits capillaires. Mais la persévérance a fait son œuvre. Elle a visiblement gonflé son portefeuille, défilant parfois sur les podiums des créateurs locaux. Maria s'est rapidement rendu compte que, financièrement, le métier de mannequin est instable. Les contrats sont rares, les cachets souvent modestes. Elle en voulait plus, de belles séances de photos à l'étranger, de grands défilés, un statut de star sur Insta. C'est alors qu'elle a commencé à voir des gens parler de « gains faciles ». Il suffit d'accompagner pendant quelques jours des invités VIP dans un endroit luxueux pour rembourser ses dettes ou payer le loyer de son appartement pendant 6 mois à l'avance. C'était trop tentant. Elle a entendu parler de cette formule pour la première fois par un couple de mannequins, stars, dans la salle de maquillage. Un week-end chez un cheikh arabe, sans les problèmes financiers, plaisante l'une d'elles. Pas de détails. Seulement des allusions glissantes. Nous n'avons pas à avoir honte, nous sommes simplement assises dans de belles robes, nous buvons du champagne et nous sourions. Maria se contente de hausser les épaules, mais l'idée des « fêtes arabes » lui trotte dans la tête. Après tout, il était déjà insupportable de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et de recevoir beaucoup moins. Bientôt, elle reçoit un appel d'une inconnue qui se présente comme la coordinatrice d'un certain événement VIP. Elle lui propose 5 000 $ pour 2 jours à Dubaï, sans autre obligation que d'apparaître au bon endroit, d'être belle, de respecter le code vestimentaire. Elle a ajouté « Il y a déjà un acompte pour l'événement, il y a déjà un acompte pour vous. Si vous êtes d'accord, nous ferons toutes les démarches administratives et nous paierons le billet. » Maria a d'abord cru à une arnaque, mais on lui a ensuite montré de vraies photos de 2 mannequins qui étaient censés être revenus avec succès du même événement. Les filles étaient rayonnantes sur les photos, entourées de luxe. Maria s'est alors dit « Et si c'était l'occasion d'entrer dans le monde du grand glamour ?» Elle a dit oui. C'est ainsi que commence sa descente aux enfers. À son arrivée à Dubaï,
elle est accueillie par un certain Rachid, qui se fait appeler le manager. Il portait un costume européen et conduisait un SUV coûteux. Il était sympathique, l'a emmené dans un hôtel 4, tout semblait correct. Cet endroit paiera pour tout, soyez juste prêts pour la fête de demain, a-t-il dit. Ne pose pas trop de questions et ne dévie pas de ton plan. Maria se contente d'acquiescer. Le lendemain, cependant, le premier moment alarmant s'est produit. Rachid a exigé qu'elle rende son téléphone pour éviter les fuites de photos avec des invités de marque. Maria a hésité, mais s'est souvenu que ses connaissances lui avaient dit qu'il s'agissait d'une exigence normale en matière de protection de la vie privée, et a accepté. On lui a dit « Passez la journée au spa et nous viendrons vous chercher le soir ». Elle a eu l'impression que sa vie ne lui appartenait plus, mais après s'être convaincue que tout était sous contrôle, elle est allée se préparer. Elle a choisi une robe et s'est coiffée. Le soir, on l'a conduit à la villa, où, selon sa description, règne une atmosphère de fête et de luxe. Beaucoup de lumière, des fontaines, des tables avec des mets, tout comme dans les films sur les contes de fées orientaux. Il y avait là d'autres filles, toutes vêtues de tenues luxueuses. Certaines parlaient tranquillement, d'autres, au contraire, riaient et diffusaient des émissions en direct. Apparemment, on ne leur avait pas retiré leur téléphone ou elles avaient des conditions spéciales. Maria a remarqué qu'il y avait des gardes qui se promenaient autour du périmètre. Ce qui est étrange, c'est qu'il y avait également un certain nombre d'invités masculins, tous affichant un statut et un pouvoir élevé. Pendant les 2 premières heures, tout semble relativement normal. Le champagne coule à flot, de la musique est diffusée, les filles sont présentées aux invités et ils discutent du temps qu'il fait, de la forme physique et de la culture. Mais bientôt, Maria a commencé à sentir que plusieurs personnes vêtues de vêtements arabes la regardaient étrangement, comme si elles évaluaient son obéissance. L'une des filles lui a chuchoté pendant un court instant. « Ne les regarde pas dans les yeux. Ne les regarde pas dans les yeux avec trop d'audace. Ils n'aiment pas ça. » Maria est déconcertée mais ne pose pas de questions, essayant de se montrer amicale. Vers minuit, l'atmosphère change. Il reste de moins en moins d'invités et les filles disparaissent dans des pièces différentes. Maria se retrouve bientôt avec 3 hommes en robe blanche, présentés comme des « cheikhs ». Ils s'assoient sur des canapés rembourrés, sous la surveillance de gardes. L'un des cheikhs s'est adressé à Maria dans un anglais approximatif, lui demandant d'apporter des boissons et de s'asseoir plus près de lui. Elle s'exécute, même si cela ne semble pas tout à fait conforme à la promesse. Après tout, ils ont dit qu'elle n'était pas obligée d'être une servante. Mais elle se dit qu'il doit s'agir des marques d'hospitalité habituelles. Soudain, l'un des cheikhs, Maria se souvient qu'il s'appelait Saïd, commence à raconter qu'il adore les beautés russes parce qu'elles sont soumises et capables de satisfaire n'importe quel désir. Maria a senti que quelque chose n'allait pas et a décidé de prendre un peu de distance, mais Saïd lui a attrapé le bras et l'a attiré contre lui. Elle a d'abord essayé de s'éloigner poliment, mais elle a vu le garde faire un pas en avant pour l'avertir. C'est alors que commencèrent les événements que Maria appela « le début de la folie ». Sous les yeux d'un autre mannequin présent dans la même pièce, Saïd a peloté Maria en lui disant qu'elle devait comprendre qui était le patron. Lorsque Maria a tenté de se libérer, il lui a donné un coup de poing au visage. Le gardien, quant à lui, est resté de marbre, n'essayant pas d'intervenir. La jeune fille qui a vu tout cela est devenue pâle mais est restée silencieuse. Plus tard, elle a chuchoté à Maria « Fais ce qu'il veut, sinon ce sera pire ». Selon Madame Kovalchuk, c'est à ce moment-là qu'elle a réalisé ce que l'on appelle le point de non-retour. Les règles de décence conventionnelles ne fonctionnent pas ici. Je leur ai donné mon téléphone, dans un pays étranger, dans une villa entourée de gardes, commente Maria. J'étais seule face à leur monde. Ici, on ne peut pas appeler la police. J'ai compris que toute tentative de résistance aurait des conséquences encore plus graves. Mais l'instinct de conservation l'a emporté sur la soumission. Elle a dit qu'elle s'était libérée à la première occasion et qu'elle avait essayé de courir dans le couloir. Elle a remarqué que quelqu'un pleurait quelque part derrière le mur. En l'entendant, Maria a voulu l'aider, mais s'est rendu compte qu'elle était impuissante. Les gardiens ont fini par la rattraper dans le couloir, devant plusieurs personnes. Personne n'est intervenu. Ils m'ont jeté par terre et m'ont donné des coups de pied. Le même Saïd, qui passait par là, m'a dit d'un ton moqueur. Tu as encore le temps de te rendre compte que tu n'as pas d'argent. Tu as encore le temps de comprendre où est ta place. Dans l'interview,
Maria se souvient en pleurant. Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans cette situation. Ces gens m'ont malmené juste pour le plaisir. Ils aimaient sentir leur pouvoir. Et les autres filles ont dû être brisées plus tôt, car elles n'ont même pas essayé de m'aider. Plus tard, elle a été mise à genoux, sommée de s'excuser pour sa rébellion. Devant son refus, les coups ont repris. Selon Maria, elle a passé la nuit dans une pièce qui ressemblait à une buanderie. Elle y a été enfermée avec 2 autres mannequins. L'une d'elles était en larmes et répétait « Nous étions sûrs que ce n'était qu'une fête. Oh mon Dieu, nous allons être tués. » L'autre était silencieuse, s'agrippant à sa robe déchirée. Le matin, un gardien est venu leur dire qu'elles étaient autorisées à se nettoyer et à sortir pour le petit déjeuner si elles étaient prêtes à oublier leur pitrerie et à continuer à travailler. Maria, quant à elle, s'est offusquée et a menacé d'informer la police et l'ambassade. Le garde a alors fait comprendre que les plaisanteries étaient terminées. « Ça ne marche pas ici, personne n'est notre patron. Votre ambassade ne peut pas vous trouver si nous ne le voulons pas. » Et comme pour confirmer ces dires, des rumeurs circulent dans la villa selon lesquelles une des filles qui a continué à résister a disparu sans laisser de traces et personne ne sait où elle se trouve. Maria tente de savoir s'il est possible de partir volontairement, de rompre le contrat. Mais toutes les personnes à qui elle s'est adressée l'ont averti qu'il y avait une amende énorme pour rompre le contrat et que vous pourriez être considérée comme une traîtresse. D'autres filles avaient apparemment déjà accepté le contrat. Certaines ont été soudoyées par des promesses d'argent et de cadeaux supplémentaires, et si quelqu'un n'acceptait pas, des menaces et la force physique étaient utilisées. Les détails les plus horribles donnés par Maria concernent les divertissements organisés la nuit pour ceux qui leur sont particulièrement proches. Selon elle, certains des riches invités aimaient regarder avec effroi, poussant les filles à la panique en les forçant à exécuter des ordres humiliants ou dangereux. Certains événements auraient donné lieu à des rituels animaliers et à des scènes sanglantes. Dans le cas de Kovalchuk, elle a vu plusieurs filles revenir de certaines chambres en état de choc, et l'une d'entre elles pouvait à peine bouger ses jambes, les écorchures sur son corps étant évidentes. Elle se souvient que le soir du 2e jour, elle a été rappelée dans la chambre de Saïd. 2 autres hommes se trouvaient dans la pièce. Le gardien l'a brutalement poussée à genoux. Saïd a crié qu'il n'était pas content de son comportement. « J'ai vu une cruauté maniaque dans ses yeux », a déclaré Maria. « Il disait que je n'avais pas le droit de désobéir. Lorsque j'ai de nouveau tourné le dos, il m'a frappé et ses copains ont ri. » Finalement, elle a tressailli, ce qui a poussé le garde à la frapper à nouveau. « J'ai compris que je pouvais être tuée, mais je ne pouvais pas me taire », explique-t-elle dans son interview. Après cela, elle a été battue très violemment, jetée au sol à plusieurs reprises, et c'est probablement à ce moment-là que ses côtes ont été cassées. Les 3 invités se trouvaient dans la pièce à ce moment-là, certains stimulant le garde, d'autres le filmant. Lorsque Kovalchuk s'est réveillée, elle se trouvait dans une voiture conduite par des inconnus. « Je n'ai pas senti l'heure, mais j'ai compris que nous allions loin, en dehors de la ville, » dit-elle. « J'entendais des bribes de conversation en arabe. Puis la voiture s'est arrêtée, quelqu'un l'a sortie et l'a jetée par terre. Je ne pouvais plus bouger, j'ai cru que c'était la fin, » dit-elle. Dans un état de semi-conscience, Maria est restée allongée jusqu'à ce que des passants s'approchent et appellent une ambulance. C'est ainsi qu'elle a été retrouvée, en sang, avec des os cassés, sans carte d'identité ni téléphone. Personne ne savait qui elle était, et ce n'est que plus tard que les médecins l'ont identifiée. L'enquête de la police a révélé que la visite dans le pays avait été organisée par des intermédiaires et qu'aucun des compagnons de voyage n'avait laissé d'informations officielles. Le « contrat » de Maria s'est avéré être un faux et la fin est tombée à l'eau. Les médecins ont répété à plusieurs reprises que les blessures de Maria étaient graves et qu'il y avait un risque de complications. Les premiers jours, lorsque sa conscience s'est éclaircie, elle a déliré et crié dans son sommeil. « J'ai vu qu'il me frappait à nouveau », a-t-elle admis lorsqu'elle s'est rétablie. La police a tenté à plusieurs reprises de recueillir sa déposition, mais à l'époque, Kovalchuk avait encore peur. « On m'a menacé en me disant que si je parlais, ils en auraient fini avec moi », a-t-elle expliqué plus tard. Après des semaines de traitement et avec le soutien de militants des droits de l'homme, la jeune fille a osé parler ouvertement. « Ils m'ont déjà paralysée, il n'y a plus rien à perdre », a-t-elle déclaré. Les journalistes se sont emparés de l'histoire et ont contribué à faire sortir ces paroles au grand jour. C'est alors que les menaces ont commencé,
les appels étranges, les médias sociaux ont tenté de la dévaloriser et de l'accuser de mensonge. Mais Maria a tenu bon. Se remettant lentement de ses opérations, côté membre, elle a élaboré un plan, donné une interview détaillée, révélant chaque étape de son parcours infernal. Cette interview, qui a duré environ 3 heures, a été accordée à 2 journalistes d'une publication réputée, ainsi qu'à un groupe de militants des droits de l'homme. Assise sur un lit d'hôpital, le bras bandé, elle a patiemment répondu aux questions. Elle a décrit en détail toutes les étapes, du leur au passage à tabac. Elle a noté les noms des personnes dont elle se souvenait, Saïd et d'autres invités, a mentionné une villa particulière située derrière une haute clôture. Elle a nommé, agence, qui l'avait aidée à organiser le voyage. Il s'est avéré qu'elle était déjà apparue plus d'une fois dans des histoires douteuses. Sur l'enregistrement, sa voix était plate ou en larmes. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait entendu parler de rituels et de sacrifices, Maria a répondu qu'elle n'avait rien vu de manifestement satanique, mais qu'elle avait entendu quelqu'un crier « Ne tuez pas » et qu'elle avait senti une odeur de sang. Il s'agissait peut-être d'animaux, mais elle est certaine qu'il y a eu des scènes de cruauté extrême, peut-être à titre de divertissement. Lorsqu'un journaliste lui a demandé pourquoi personne ne s'était plaint plus tôt, Maria a expliqué. Certains mannequins qui sont revenus en un seul morceau ont préféré fermer les yeux et profiter de leur gain. D'autres, qui ont été abusés, n'ont pas osé se plaindre. Elle est persuadée que le problème est plus grave qu'il n'y paraît. Quelqu'un m'a dit que des filles étaient amenées par l'eau d'Europe de l'Est, d'Asie et même d'Afrique. C'est juste que toutes les histoires ne sont pas révélées. Après la publication de l'interview de Maria, de plus en plus de gens ont commencé à se souvenir de cas similaires de mannequins disparus. Les 2 jeunes filles, Aliona et Vika, dont les corps ont été retrouvés dans des circonstances douteuses, sont aujourd'hui prises en compte à la lumière de la nature systémique de ces systèmes criminels. Les experts de la lutte contre la traite des êtres humains reconnaissent, il est probable que Maria n'a décrit que la partie émergée de l'iceberg. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de volonté internationale globale de mettre un terme à ces activités. L'argent et les relations freinent les efforts des enquêteurs. Madame Kowalczuk admet que l'on peut oublier sa carrière de mannequin. Après de telles blessures et un tel bouleversement émotionnel, il est peu probable qu'elle soit capable de monter sur un podium ou de répondre à de nouvelles invitations. De plus, des cicatrices subsistent et les médecins parlent de la nécessité d'une psychothérapie à long terme. « Je ne sais pas qui je serai quand je serai rétablie », dit Maria. « Mais ce que je sais, c'est que je parlerai et que j'aiderai d'autres filles à ne pas tomber dans ce piège. » Lors d'une conversation avec un journaliste, elle a indiqué qu'elle envisageait de créer une fondation ou une communauté d'entraide où les victimes pourraient partager des informations et recevoir une aide juridique. Elle a également déclaré qu'elle serait prête à passer à la télévision s'il existait une plateforme désireuse de porter cette question au niveau fédéral. « Il faut que les gens voient que je suis une vraie personne, pas une fausse. » Mais il y a déjà eu des tentatives pour la calomnier en diffusant des documents compromettants. Maria en est sûre. Des personnes liées à la villa sont derrière tout cela. Ils veulent à tout prix ternir sa réputation, afin que ses propos ne soient pas pris au sérieux. Les initiés rapportent que certains des clients arabes mentionnés ont peut-être quitté le pays de toute urgence ou sont entrés dans l'ombre. Certains d'entre eux ne se souviennent peut-être même pas du nom de Maria, car il y a des dizaines de filles à ce genre de soirée. D'autre part, on dit que certains hauts fonctionnaires sont extrêmement mécontents de la fuite d'informations. Et si trop de noms sont mentionnés, l'histoire se transformera en un scandale retentissant. Des liens avec la corruption et le favoritisme au sein des forces de l'ordre pourraient alors être mis au jour. L'argent qu'ils investissent dans ces soirées est énorme, explique un avocat connaissant bien le secteur du mannequinat. Les filles qui s'y rendent le font souvent de leur plein gré, aveuglées par la possibilité de gagner rapidement de l'argent. Mais une fois à l'intérieur, elles découvrent une autre réalité. Tout peut se décider par la force. Dans certains cas, les autorités ferment les yeux en raison des énormes ressources financières en jeu. Selon Maria, elle a entendu parler de 2 filles qui ont disparu il y a environ 1 an, exactement après les mêmes promesses. Cela coïncide avec les histoires d'Aliona et de Vika mentionnées précédemment dans les médias. La police n'a jamais formellement lié leur disparition à des fêtes arabes. Mais aujourd'hui, les enquêteurs pourraient également envisager cette version. S'il s'avère que d'autres jeunes filles sont tombées dans la zone morte d'une villa similaire, on comprendra que tout se répète avec une régularité effrayante.
Je crains que nous ne retrouvions plus certains disparus vivants, soupire Maria. Mais si personne ne le dit, cela va durer éternellement. Selon certaines informations, des journalistes mènent une enquête indépendante, tentant d'atteindre les intermédiaires qui ont organisé les visas et les billets. Cependant, il n'est pas facile de prouver qu'ils avaient des intentions malveillantes. Le contrat est généralement formel, et personne ne veut se pencher sur les détails. Les professionnels qui étudient les crimes contre les femmes affirment que les actions de ces réseaux sont très compliquées sur le plan juridique. La circulation des filles est légale, les victimes elles-mêmes ne sont pas toujours conscientes des risques, et lorsque la violence se produit, elle peut avoir lieu dans une propriété privée à l'étranger, où il est irréaliste de trouver des traces après un certain temps. La position de Maria donne de l'espoir, déclare un militant des droits de l'homme. Mais pour obtenir un véritable résultat, il est nécessaire de trouver quelques témoins courageux supplémentaires qui confirmeront ces propos, donneront les mêmes noms et les mêmes détails. Sinon, tout pourrait s'avérer non fondé. Maria ne perd cependant pas sa détermination. Elle se dit prête à coopérer avec les autorités, pour autant qu'elle soit protégée. On s'attend à ce qu'elle subisse des interrogatoires, des confrontations et éventuellement des audiences au tribunal si l'affaire progresse. Mais historiquement, de telles affaires sont souvent enlisées en raison d'un manque de preuves. Selon ses proches, Madame Kowalczuk a l'intention de poursuivre sa rééducation, mais l'intérêt du public pour sa personne est élevé. On lui a déjà proposé des interviews rémunérées, en lui promettant de fortes sommes d'argent pour des détails encore plus durs. Cependant, Maria affirme que le but n'est pas de gagner de l'argent, mais d'avertir les autres. Les médecins craignent que le stress et la pression constants ne ralentissent son rétablissement. L'histoire de Maria Kowalczuk montre comment l'illusion d'une vie huppée peut se transformer en cauchemar. Son interview est pleine de détails horribles et dégoûtants. Bagarres, travail forcé, tendances sadiques de certains invités, et surtout, impunité totale. Peut-être que quelqu'un lisant ces lignes réfléchira avant de signer un contrat VIP, douteux sans avoir étudié tous les risques. Maria s'est élevée contre ce système qui, selon elle, a déjà ruiné plus d'un mannequin. Si sa voix est entendue, il y a de fortes chances qu'au moins quelques victimes donnent elles aussi un signal et brisent le tapis roulant des fêtes arabes violentes. Si la vague d'intérêt s'estompe, les choses reviendront probablement en arrière. Les riches clients continueront d'acheter le silence et les corps, et les filles qui rêvent d'argent tomberont dans le piège de la mort. Nous espérons que cette histoire longue et compliquée vous fera porter un regard neuf sur le monde des belles images et des voitures de luxe. Dans les coulisses, il peut y avoir des destins brisés et des corps mutilés. L'interview de Maria Kowalczuk n'est qu'un cri dans le vide, mais c'est peut-être ce cri qui sauvera la vie de quelqu'un de l'horreur qui se cache derrière les hauts murs des villas orientales. Likez, partagez cette vidéo avec vos amis, abonnez-vous à la chaîne et laissez des commentaires. C'est peut-être votre activité qui permettra à cette histoire d'avoir encore plus d'écho. Prenez soin de vous et de vos proches, et n'oubliez pas que les belles promesses peuvent parfois cacher la réalité la plus cruelle. Rendez-vous dans les prochains numéros de notre enquête documentaire. Aujourd'hui, vous découvrirez de nouveaux détails macabres qui n'avaient jamais été évoqués auparavant. Les nouveaux éléments de l'affaire Maria Kowalczuk nous font voir l'histoire sous un angle différent et montrent que son cas tragique pourrait être lié au mystérieux meurtre de jeunes mannequins à Dubaï. De telles affaires ont déjà fait surface par le passé, mais on ne disposait que de peu d'informations à leur sujet. Mais cette fois-ci, le puzzle a commencé à s'assembler, et l'image s'est révélée vraiment effrayante. Rafraîchissons-nous la mémoire. Maria Kowalczuk était un jeune mannequin qui aspirait au succès, à l'acceptation et à la grande scène. Elle a récemment été retrouvée battue et présentant des fractures à la périphérie de la ville, où elle a été littéralement jetée alors qu'elle était au bord de la vie ou de la mort. Les premières rumeurs ont fait état de sa participation à une fête arabe, une fête fermée avec de riches invités où les mannequins sont censés recevoir de l'argent facile pour être là. Au début, beaucoup pensaient que Maria ne s'entendait pas avec les organisateurs et qu'il s'agissait d'un conflit normal. Mais de nouveaux détails révèlent des choses plus sombres. Une série de décès inexpliqués de jeunes filles travaillant dans le milieu du mannequinat, dont certaines ont mystérieusement disparu après leur retour de Dubaï ou n'en sont jamais revenues. Il s'avère qu'un certain nombre de jeunes femmes travaillant dans l'industrie de l'escorte ou du mannequinat ont disparu récemment à la suite d'événements similaires. Certaines ont été retrouvées mortes plus tard, d'autres ont été considérées comme des accidents. De nombreux parents sont convaincus que la véritable cause est dissimulée parce que la chaîne implique des personnes ayant
beaucoup d'argent et de relations. Mais jusqu'à récemment, aucun témoin oculaire n'était disposé à donner des détails précis. Aujourd'hui, de nouveaux détails ont commencé à apparaître, qui mettent en lumière à la fois les soi-disant rituels, qui se déroulent dans les villas fermées et l'ensemble du réseau qui recrute des mannequins sous le couvert de promotion. Il s'est avéré que les listes de cette agence comprenaient non seulement nos compatriotes, mais aussi des jeunes filles d'Europe de l'Est et d'Asie, disparues dans des circonstances similaires. Dans certains cas, la police a découvert qu'elles avaient été vues pour la dernière fois lors de soirées similaires à celle à laquelle Kowalczuk s'était rendu. Aujourd'hui, selon l'un des amis de Maria, il existe des preuves irréfutables qu'au moins 3 décès mystérieux, au sujet desquels peu d'informations officielles étaient disponibles, sont liés aux mêmes riches cheikhs ou personnes influentes du Moyen-Orient. Certaines des jeunes filles décédées ont été trouvées en possession de messages et de photos suspects provenant d'une chambre d'hôtel de Dubaï, tandis que d'autres avaient des lettres d'invitation à des événements d'élite. Mais dès que l'enquête a tenté d'aller plus loin, tout s'est calmé. On a laissé entendre aux proches que les relations sont au placé, ne vous embêtez pas, vous n'arriverez à rien. Maria, selon sa proche connaissance Nastia, a été la première qui, bien que gravement blessée, était prête à coopérer avec l'enquête et à montrer à quoi ressemble ce réseau de l'intérieur. Comment les filles sont recrutées, en promettant des honoraires astronomiques et des vacances paradisiaques à Dubaï, mais en fin de compte elles sont attirées dans un piège où tout peut arriver, des orgies et des rituels violents jusqu'au meurtre direct. Pour vérifier la véracité des faits, la police a consulté les archives et est tombée sur plusieurs affaires classées. 2 filles ont été retrouvées mortes dans les environs de Dubaï dans des circonstances étranges, une 3e s'est noyée dans une piscine et aurait été sous l'emprise de drogue, la 4e a complètement disparu. Aujourd'hui, une version veut qu'elles soient toutes reliées par une chaîne. Des contrats similaires pour des voyages de mannequinat, des marques de coups similaires chez celles qui ont été retrouvées. Et une entreprise commune agissant comme intermédiaire. Le nouveau cas de Maria Kowalczuk pourrait donc devenir le maillon qui reliera les tragédies passées en une seule image. Quelle est la suite des événements ? Le principal problème est que ceux vers qui pointent les preuves disposent d'énormes ressources et peuvent facilement faire échouer l'enquête. Des menaces ont déjà été proférées à l'encontre de Nastia et d'autres personnes désireuses d'aider Maria. On suppose que tous les moyens seront utilisés, de la corruption des témoins à l'intimidation pure et simple. Les enquêteurs eux-mêmes affirment que l'affaire est trop médiatisée et très sensible au niveau international, parce qu'elle touche aux questions de la traite des êtres humains et même d'éventuels meurtres sous contrat. Si tout cela se confirme, le scandale pourrait être énorme, mais il est trop tôt pour parler de victoire. Nastia, l'amie de Maria, est toujours sous bonne garde et témoigne, et nombre de ses propos nécessitent des preuves, qui sont incroyablement difficiles à recueillir. Aujourd'hui, je souhaite vous faire part de 3 cas effrayants dont les détails ont été révélés. Comme le dit l'amie de Maria, elle n'est pas sûre qu'il s'agisse des mêmes organisateurs, mais le schéma est presque le même. De beaux mannequins, un leurre sous le couvert de vacances de luxe et une fin horrible. La première histoire est celle d'une jeune fille appelée Aliona. Aliona n'avait que 23 ans. D'après les souvenirs de l'agence de mannequins, elle était calme, sympathique et très travailleuse. La jeune fille rêvait de réussir rapidement pour aider ses parents, qui vivaient dans une petite ville de province. Un jour, on lui propose de s'envoler pour un événement privé à Dubaï avec la promesse d'un cachet important. Selon les rumeurs, le cachet devait dépasser les 10 000 $ pour quelques jours. Pour un jeune mannequin, de tels chiffres semblent fabuleux. Ses connaissances notent qu'Aliona a d'abord douté, mais l'agent, qui représentait les clients, a assuré « C'est tout à fait légal, un contrat promotionnel standard, on a juste besoin de belles filles pour l'entourage. » Au début, Aliona s'est envolée pour Dubaï et a gardé le contact. Elle a posté des photos de lieux luxueux, de piscines, de palmiers. À en juger par les géotags, elle se trouvait vraiment dans la zone d'élite de la ville. Elle écrit à ses amis de courts messages du genre « C'est cool ici, mais c'est très stressant, beaucoup d'exigences en matière d'apparence, de code vestimentaire, d'emploi du temps. » Soudain, tout s'est arrêté. Le silence s'est installé dans les messageries. Son téléphone a été éteint, sa page sur les médias sociaux est devenue muette. Ses collègues et ses proches ont commencé à la chercher, mais en vain. Une semaine plus tard, des inconnus ont laissé un message sur son profil, comme s'ils le faisaient en son nom. « Bonjour à tous, j'ai décidé de rester à Dubaï pour des raisons personnelles et je vais bientôt créer un nouveau compte. » Un ami d'Aliona a immédiatement soupçonné que le texte n'avait pas été écrit par elle. Les phrases semblaient étrangères,
le style était nettement différent. Les parents de la jeune fille ont contacté l'agence de mannequins et ont tenté de comprendre pourquoi Aliona ne donnait aucune information sur elle-même. L'agence s'est en fait lavé les mains, affirmant qu'elle n'avait fait que passer la commande et que tout dépendait ensuite de la partie haute, qui avait sponsorisé l'événement. 2 semaines plus tard, la nouvelle est venue de l'étranger. Des inconnus ont livré une fille correspondant à la description d'Aliona à un hôpital de Dubaï, mais elle était déjà dans un état critique et est décédée peu de temps après. Selon les conclusions des médecins locaux, la cause du décès, une surdose d'une substance inconnue qui a provoqué une insuffisance respiratoire aiguë. Le corps a été transporté dans un cercueil fermé vers son pays d'origine. Les parents n'ont reçu aucun contact ou document confirmant les détails de la tragédie. Un pathologiste local qui a ouvert le corps a trouvé de multiples ecchymoses, marques d'impact, brûlures et blessures qui ne correspondaient manifestement pas à la théorie de la simple overdose. Cependant, l'enquête officielle est dans l'impasse. Les responsables de la police ont déclaré qu'aux Émirats arabes unis, tous les éléments indiquaient une consommation non autorisée de substances et que les blessures physiques pouvaient avoir été causées par une chute. Les parents, désespérés, se sont tournés vers des avocats, mais ceux-ci se sont contentés de signaler qu'il n'y avait aucune chance. Aucune vidéo ni aucun témoignage n'était prêt à réfuter publiquement la version officielle. Plus tard, des informations officieuses ont circulé selon lesquelles Aliona avait été vue dans une villa fermée appartenant à une personne influente, que certains cercles appellent « cheikh ». Il y aurait eu un conflit lors de la fête. La jeune fille aurait tenté de s'enfuir, n'acceptant pas les divertissements extrêmes qui y étaient pratiqués. Apparemment, cela a mis les hôtes en colère. Selon toute vraisemblance, elle a été retenue de force et lorsque la situation est devenue incontrôlable, elle a été battue et on lui a injecté des médicaments psychotropes. La jeune fille, mortellement blessée, n'a pas reçu de soins médicaux appropriés. Pour brouiller les pistes, elle a été transportée d'urgence dans une clinique privée où elle est rapidement décédée. Toutes ces versions sont restées à l'état de rumeur. Mais les connaissances d'Aliona en sont convaincues, elle a été victime d'une machination criminelle déguisée en invitation à une fête arabe. Malheureusement, son dossier s'est formellement terminé par la mention « désespérément suspendue » en raison de l'absence de preuves d'un meurtre prémédité. La deuxième fille, Vika, était un personnage plus public, blonde, ambitieuse, sur le point de passer à la télévision. Elle avait une vingtaine d'années, mais elle était déjà connue dans le milieu du mannequinat pour son physique remarquable et sa capacité à se présenter favorablement. Selon ses collègues, Vika ne négligeait pas les commandes difficiles ou douteuses si elle pensait pouvoir obtenir une rémunération élevée. Lorsqu'on lui propose de se rendre à un événement spécial, à Dubaï, elle réagit avec enthousiasme. Certaines connaissances l'ont mise en garde. Attention, il y a maintenant toutes sortes d'histoires sur des fêtes étranges avec des connotations violentes. Mais Vika a estimé qu'il s'agissait des « histoires effrayantes » et a assuré qu'elle ne prendrait aucun risque sans être sûre de sa sécurité. Les organisateurs ont assuré que tout serait officiel, avec les conditions et le calendrier prescrits. Finalement, elle s'est envolée pour le week-end et quelques jours plus tard, la presse a diffusé la nouvelle laconique suivante. Le corps d'une jeune fille russe a été retrouvé dans une boîte de nuit locale, vraisemblablement morte d'une crise cardiaque. Les proches de Vicky, apprenant qu'il s'agit d'elle, sont sous le choc. Les médecins qui ont examiné le décès ont déclaré qu'il s'agissait d'un arrêt cardiaque sur fond de stress et peut-être d'abus d'alcool. Mais cette version a d'abord soulevé de nombreuses questions. Vika ne s'est jamais plainte de problèmes cardiaques et ses connaissances n'ont certainement pas remarqué qu'elle avait tendance à abuser de l'alcool. Des membres du personnel du club, restés anonymes, ont déclaré plus tard que ce soir-là, une zone VIP séparée du public principal était fréquentée par plusieurs invités arabes influents et un groupe de mannequins féminins venus d'Europe. Un témoin oculaire, qui s'est présenté comme barman, a indiqué que des cris et des pleurs provenaient d'une zone à laquelle seuls les invités spéciaux avaient accès. Vers l'aube, on a soudain appris qu'une fille était décédée. Selon le barman, le personnel de sécurité a rapidement éliminé tous les témoins inutiles et les hôtes de la fête, avec l'aide de leurs relations, ont réglé l'affaire avec les médecins et la police. La conclusion officielle a été une défaillance cardiaque. Les parents de Vicky ont récupéré son corps sans autopsie détaillée, invoquant la compétence des experts locaux. Personne n'a reconnu de signes de violence, bien qu'une autopsie pratiquée dans sa ville natale ait révélé des ecchymoses suspectes sur ses côtes.
Mais l'enquête menée à Dubaï ayant écarté la piste criminelle, rien n'a été fait. Les forces de l'ordre du pays d'origine de la jeune fille ne sont pas intervenues dans l'enquête menée à l'étranger. De nombreuses connaissances de Vicky ont exprimé leurs soupçons. Il est fort probable qu'elle ait tenté de refuser de satisfaire les caprices extrêmes des invités. Le scénario pourrait être similaire à celui d'Aliona. Enfermée dans la zone VIP, la jeune fille a subi des violences qui l'ont conduite à la mort ou à un état incompatible avec la vie. Une dissimulation commode sous la forme d'une crise cardiaque a ensuite été utilisée. Une fois de plus, l'absence de preuves directes et les relations personnelles de personnes influentes ont laissé l'affaire impassible. Dans les rapports criminels sur les destins tragiques de jeunes filles qui auraient été attirées dans les fameuses fêtes arabes, il y a une histoire particulière, perdue dans les archives depuis 2014. À l'époque, le corps d'un mannequin inconnu a été découvert en Thaïlande, et la presse locale n'en a parlé que pendant quelques jours. On aurait pu croire qu'il s'agissait d'un autre crime sans grand nom. Cependant, des années plus tard, les enquêteurs chargés d'étudier l'affaire Maria Kowalczyk et les morts mystérieuses d'autres jeunes filles sont tombés sur des documents qui, de manière inattendue, ont établi un lien avec cette même affaire thaïlandaise. Selon des sources officielles thaïlandaises, May a terminé ses études sur l'île de Phuket. Dans une agence de mannequins locale, elle participe à des défilés de vêtements de plage et attire rapidement l'attention. Silhouette fragile, apparence spectaculaire, et selon certains, caractère très malléable. Elle n'a pas plus de 20 ans lorsqu'elle se rend pour la première fois à Bangkok pour tourner une publicité pour une marque locale de cosmétiques. Là, May aurait rencontré des agents étrangers qui lui auraient promis de l'amener à un autre niveau, des contrats dans les Émirats arabes, en Europe, voire en Russie. Selon les récits de ses amis, May était obsédée par l'idée d'échapper à la pauvreté de son pays. Elle rêvait de voyages, d'argent rapide et d'une vie sociale. Elle a dit à ses parents qu'elle voulait aider sa famille, lui acheter une nouvelle maison. Au début, tout se passe bien. Quelques tournages, des séances de photos sur les plages enneigées de Bali et une campagne publicitaire pour un hôtel à Singapour. Puis, à un moment donné, ses traces ont commencé à s'estomper. Mais donnait de moins en moins de nouvelles, postait moins de photos. Elle a dit à ses amis qu'elle avait un projet spécial à Dubaï dont elle ne pouvait pas parler en détail. Certaines connaissances pensaient qu'elle était invitée à travailler lors d'événements avec des chèques. Cependant, personne n'était particulièrement alarmé à l'époque. Le format des fêtes hors site, avec la participation de mannequins, était une rumeur, et les risques éventuels n'étaient évoqués qu'à voix basse. Selon des documents officiels de la police thaïlandaise, début 2014, alors qu'elle se trouvait à Bangkok, May a soudainement coupé tout contact avec ses amis. Son dernier message était vague : « Je vais bien, je serai bientôt à un événement chic. » Après cela, c'est le silence total. Les parents ont frappé aux portes des stations locales, mais on leur a répondu qu'une fille adulte avait le droit de voyager et que si elle ne communiquait pas volontairement, ce n'était pas une raison pour la rechercher. Cette situation a duré plusieurs mois, jusqu'à ce qu'un corps de femme mutilée soit retrouvé dans une province du nord de la Thaïlande. Le corps a été trouvé par des touristes dans un fossé envahi par la végétation. Le visage était défiguré au point d'être méconnaissable, et les experts ont relevé sur le corps de nombreux signes de violence, côtes cassées, ecchymoses, marques de cordes sur les poignets. En l'examinant de près, les experts ont découvert plusieurs tatouages caractéristiques et une cicatrice sur le tibia. Ces éléments, ainsi que les restes de ses vêtements, ont permis d'établir que la personne décédée était la même May, le mannequin qui avait disparu à Bangkok. Le rapport mentionne qu'un téléphone, appartenant probablement à la victime, se trouvait dans un sac à proximité, mais qu'il n'avait pas de carte SIM et qu'il était très abîmé par l'eau. La police thaïlandaise a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un simple vol-homicide. Mais elle s'est ensuite intéressée aux détails. Les vêtements étaient manifestement coûteux et le téléphone lui-même, après examen, a pu restituer une partie de la mémoire. Plusieurs années se sont écoulées, et ce n'est qu'après le début des enquêtes bruyantes sur les parties arabes que des enquêteurs d'un autre pays, qui ont pris en charge le cas de Maria Kowalczyk, se sont intéressés à des épisodes anciens présentant des caractéristiques similaires. Dans le cadre d'un échange informel d'informations, la police thaïlandaise leur a fourni des documents relatifs à la mort de May. Au début, le rapport avec Maria n'était pas évident, car Kowalczyk est un citoyen russe et May est thaïlandaise. Cependant, leurs archives ont rapidement révélé des faits qui laissaient présager un lien possible entre ces deux jeunes filles. Tout d'abord,
Le téléphone de May contenait un contact avec une certaine Maria, enregistré sous la forme de plusieurs notes brèves telles que « travail »,« rencontre lors d'une fête ». On ne sait pas encore s'il s'agit de Maria Kowalczuk elle-même, mais les analystes estiment que la coïncidence est trop importante. Deuxièmement, les amis de May se sont souvenus que peu avant sa disparition, elle avait parlé d'une « femme russe » qui prévoyait de se rendre à un événement privé avec elle. C'est peut-être à ce moment-là que les futures victimes se sont croisées, ou du moins, qu'elles se sont fréquentées. Cela coïncide avec la période où Maria Kowalczuk s'est rendue pour la première fois à Dubaï. Les enquêteurs ont suggéré que May et Maria pourraient avoir été recrutées par le même groupe d'intermédiaires qui sélectionnait des filles de différents pays pour des soirées privées. On leur promettait d'énormes sommes pour leur présence, mais en réalité, comme d'autres cas tragiques l'ont montré, les mannequins étaient confrontés à la violence et parfois à la mort. Si l'on se souvient des horribles blessures avec lesquelles Kowalczuk est rentrée chez elle, il n'est pas exclu que May n'ait pas pu survivre à une telle situation. La police thaïlandaise, qui manque de ressources, n'a pas développé de version de la criminalité internationale. Il était plus facile pour elle de qualifier le meurtre de May de localisé, bien que la nature des blessures et les passages de ses notes indiquent une échelle plus large. Ce n'est qu'aujourd'hui, des années plus tard, que certaines organisations internationales aidant les femmes dans le domaine du mannequinat ont compris l'histoire. Il s'avère qu'elle n'était ni la première ni la dernière à disparaître de cette manière après des offres alléchantes. Sur la base des souvenirs de ses amis et de preuves indirectes, on peut à peu près imaginer ce que May a vécu dans ces derniers jours. Apparemment, elle s'est rendue à Dubaï à l'invitation d'un intermédiaire, dont le nom n'est mentionné nulle part, et a pris une chambre dans un hôtel de catégorie moyenne. Dans des messages datant de la mi-2014, May a écrit à quelqu'un « J'attends une voiture pour me rendre à une fête. Les choses sont trop bizarres ici. Ils m'ont dit de ne pas prendre mon téléphone avec moi, mais je ne peux pas le laisser. Il est probable qu'elle ait pris son téléphone, qu'elle l'ait caché et qu'elle ait essayé d'immortaliser certains moments. Mais lorsqu'elle a été confrontée à des exigences sévères ou qu'elle a vu des scènes de violence, la jeune fille a peut-être décidé de s'enfuir. Elle a pu être attrapée, battue et conduite hors de la ville pour effacer ses traces. Mais pourquoi s'est-elle retrouvée en Thaïlande, dans une province reculée ? Il existe une version selon laquelle, après avoir été forcée à participer à l'amusement, elle a été ramenée par avion privé ou sur un bateau, afin qu'elle ne parle pas, et a ensuite été simplement liquidée. La logique des criminels aurait pu être la suivante. Il y a moins de questions sur le sol national, ils penseront qu'elle a été tuée par des bandits au hasard ou qu'elle s'est mise dans le pétrin elle-même. Autre version, plus sombre, mais a réussi à s'enfuir et a essayé de se cacher chez des connaissances dans le nord de la Thaïlande, mais elle a quand même été rattrapée par les tueurs, parce qu'ils disposaient de ses données et qu'ils la considéraient peut-être comme un témoin trop dangereux. Cette théorie est étayée par le fait que le scanner du téléphone a montré que May n'avait pas déverrouillé le téléphone plus de 2 fois au cours des dernières 24 heures de sa vie, comme si elle était sous surveillance et ne pouvait pas utiliser l'appareil librement. Les criminels, quant à eux, auraient pu retirer la carte SIM afin que les conversations ne puissent pas être retracées. Maintenant que l'histoire de Maria Kowalczuk sur les fêtes arabes et les violences horribles a été rendue publique, les militants internationaux des droits de l'homme tentent d'établir un lien entre tous les cas similaires. La mort de May en 2014 pourrait être la clé qui permettra de montrer que ce schéma dure depuis longtemps. À ce jour, près de 10 ans plus tard, l'affaire May n'a toujours pas été élucidée. La police thaïlandaise ne dispose que de matériaux secs, des photos de coups horribles, des bouts de correspondance et des spéculations sur des voyages à Dubaï. Aucun des complices éventuels n'a été interrogé. La famille de May, qui manque de fonds et de relations, a abandonné ses tentatives de recherche de la vérité, sans succès. Certains activistes sociaux thaïlandais, qui ont eu vent du phénomène des fêtes arabes, se sont déclarés prêts à soutenir une enquête internationale si elle est effectivement lancée. Tous ces détails qui relient les histoires des jeunes filles tragiquement décédées paraissent à première vue complètement fous. La théorie d'un réseau criminel unique attirant les mannequins dans les fêtes arabes semble tirée du scénario d'un thriller dystopique. Les forces de l'ordre et les enquêteurs indépendants ne sont pas encore tout à fait sûrs qu'une telle chaîne mondiale existe réellement ou qu'il s'agit d'un ensemble de crimes distincts unis uniquement par des circonstances similaires. Il n'en reste pas moins que chacune de ces tragédies, d'Aliona et Vicky May from Thaïlande et Maria Kowalczuk, s'est produite dans la réalité. Les jeunes filles sont mortes ou ont frôlé la mort dans des conditions similaires,
Et personne n'a encore nié que les mêmes mécanismes de recrutement et de violence pouvaient en être à l'origine. Il n'a pas encore été possible de prouver de manière irréfutable que tous ces cas sont liés. Peut-être s'agit-il de coïncidences, alignées dans une chaîne effrayante. Ou peut-être existe-t-il réellement une structure puissante qui organise depuis des années des spectacles, dangereux avec un mannequin dans le rôle principal, en se cachant derrière de grosses sommes d'argent et de grands noms. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Donnez-nous votre avis, abonnez-vous, partagez vos pensées dans les commentaires, et prenez soin de vous. Peut-être que votre prise de conscience et votre attention aideront quelqu'un d'autre à éviter un piège similaire. Rendez-vous dans nos prochaines enquêtes. Mes amis, avez-vous déjà entendu parler des luxueuses fêtes arabes, où derrière une porte fermée il peut se passer des choses qui vous glacent le sang? Imaginez, des pantous incroyablement beaux, des piscines de gratte-ciel, du champagne hors de prix qui coule à flot, et puis des rumeurs de rituels étranges et de filles qui disparaissent. On dirait une légende urbaine, n'est-ce pas? Mais nous allons vous raconter l'histoire de Maria Kowalczuk, un mannequin qui a récemment été retrouvé dans un état complètement effrayant après s'être rendu à l'une de ses fêtes. Maria a survécu, mais tout ce qu'elle nous a raconté ressemble à un film de cauchemar. On dit que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a des récits de rituels secrets, de sacrifices et d'une série de morts mystérieuses de jeunes filles également invitées chez des cheikhs arabes. Comment cela est-il possible à notre époque, où tout semble être contrôlé par les caméras et les médias sociaux? Qui se cache derrière ces événements à huis clos? Et surtout, qu'arrive-t-il vraiment aux filles qui s'y rendent? Installez-vous confortablement, car cette histoire devient de plus en plus sombre. Maria Kowalczuk est un mannequin de 24 ans venu conquérir la capitale. Selon ses amis, elle a toujours été ambitieuse, aimait la belle vie, les défilés de mode, les fêtes dans les clubs d'élite. On ne peut pas dire qu'elle soit une superstar des podiums. Elle n'a fait que se frayer un chemin dans le show business. Mais Maria avait des données externes et de la persévérance, si bien que beaucoup pensaient qu'elle avait une carrière réussie devant elle. L'année dernière, sur les réseaux sociaux, Maria a commencé à afficher des hôtels de luxe, des yachts, des voyages à Dubaï et à Abu Dhabi. Ses amis ont remarqué qu'elle commençait à communiquer avec des hommes riches, venus de quelque part en Orient. Maria elle-même ne s'est pas beaucoup répandue. Elle a dit quelque chose de vague comme « J'ai des connaissances, ils m'appellent pour travailler comme mannequin lors d'événements. Ils disent que les honoraires sont élevés, que les conditions sont luxueuses. Quelqu'un l'a enviée, quelqu'un a posé des questions pour savoir s'il n'y avait pas de « piège ». Mais elle s'est contentée de rire. « Les gars, ce n'est pas grave, c'est une pratique normale que de participer aux soirées promotionnelles de l'élite. » Et en effet, de nombreux mannequins se sont vus proposer de venir simplement honorer l'événement. Parfois, de grosses sommes d'argent étaient versées pour cela. Mais peu de gens pensent que derrière cette façade colorée se cache parfois un tout autre monde. Le terme de « soirées arabes » circule depuis longtemps en marge du monde du mannequinat. Il s'agit de soirées fermées dont les principaux invités sont des personnes fortunées des pays du Moyen-Orient. Hommes d'affaires, princes héritiers, cheikhs, parfois simplement des personnages très riches dont on ne sait pas grand-chose. On pense qu'ils organisent de tels événements en Europe et en Russie, désireux de passer de bonnes vacances et de s'entourer de jolies filles. Au début, tout semble inoffensif, lieux luxueux, buffets, danseuses, programmes de spectacle. Les mannequins se voient offrir des royalties simplement pour être venus et avoir été invités. Mais plus la soirée est fermée, plus il y a de rumeurs de mauvais traitements, de pression exercée sur les filles et parfois de crimes. Parfois, il est question de rites incompréhensibles où des animaux sont sacrifiés, et tout cela se passe prétendument sous le couvert d'un divertissement exotique. Pour beaucoup de gens, ces histoires relèvent de la fiction, mais certains mannequins disent franchement, là où il y a beaucoup d'argent, il n'y a souvent pas de frontières. Maria Kowalczuk a apparemment commencé à se rendre à de telles soirées il y a environ 6 mois. À chaque fois, ces histoires sont devenues de plus en plus courtes, comme si elle essayait de se faire moins remarquer, alors que ses honoraires augmentaient manifestement. Le dernier voyage de ce type a failli lui être fatal. Selon les souvenirs de ses amis, environ une semaine avant l'incident, Maria s'est envolée pour Dubaï, prétendument pour un tournage promotionnel de 3 jours. Elle avait promis de revenir avec un tas de nouveaux contrats et une montagne de photos. Mais une semaine s'est écoulée,
pas de cadre dans les réseaux sociaux. Maria a cessé de répondre aux messages. Son téléphone a été éteint, puis elle a envoyé un bref « Bonjour, je suis occupée ». Comme on l'apprendra plus tard grâce à sa correspondance, retrouvée par la police, une autre fête secrète a été organisée à Dubaï, où Maria et plusieurs autres filles se sont vues promettre une somme d'argent considérable pour travailler à une fête privée sur un yacht. Mais en fait, elles ont été invitées dans une villa fermée à la périphérie de la ville, où on leur a organisé, pour le moins, un programme de divertissement peu banal. Certains témoins ont ensuite parlé de rituels effrayants, de rites sanglants impliquant des animaux et de l'obligation pour les filles de se livrer à des actes violents afin d'amuser les invités importants. Il est tout à fait possible que Maria ait vu quelque chose d'anormal et qu'elle ait décidé de s'enfuir. Ou bien qu'elle ait refusé d'y participer. Quoi qu'il en soit, quelques jours plus tard, il s'est avéré qu'elle avait annulé son billet de retour et que ses amis et son agence ne pouvaient pas la contacter. 3 semaines après son départ pour Dubaï, Maria est réapparue dans sa ville natale dans un état choquant. Un chauffeur de taxi l'a trouvée au petit matin dans une zone déserte près de l'ancien terminal. Elle avait des blessures sur tout le corps, de nombreux hématomes et des brûlures sur les bras. Elle pouvait à peine marcher, elle était fiévreuse. Le chauffeur de taxi l'a emmenée à l'hôpital, où les médecins ont été stupéfaits par la gravité des coups reçus. La police, bien sûr, est curieuse. Que s'est-il passé ? Maria elle-même est restée presque silencieuse pendant les premiers jours. Elle était soit sous tranquillisant, soit en état de choc. Puis, peu à peu, elle a commencé à témoigner. On m'a emmenée dans un manoir. Ce n'était pas drôle, c'était un cauchemar. Il y avait des gens étranges, ils faisaient beaucoup de choses horribles. Elle s'est interrompue en pleurant, disant qu'elle avait peur pour sa vie. Elle a ensuite évoqué un sacrifice de chèvre et un rituel incompréhensible. Selon elle, en plus des animaux, il y avait presque des filles à sacrifier. Cela peut sembler bizarre et irréaliste, mais c'est ainsi qu'elle l'a décrit. Selon elle, après avoir tenté de s'échapper, elle a été battue et enfermée, et quelques jours plus tard, elle a été envoyée sous escorte dans un avion pour rentrer chez elle, où elle a été abandonnée près de l'aéroport, croyant apparemment qu'elle ne serait pas en mesure de raconter quoi que ce soit de concret. Alors que la police cherchait à comprendre comment et ce qui s'était passé, des informations encore plus effrayantes sont apparues. Il s'est avéré que Maria avait été en contact avec de nombreux mannequins qui se rendaient également à Dubaï pour des fêtes similaires. 2 d'entre elles, Diana et Sonia, avaient disparu il y a plusieurs mois. La dernière fois que l'une d'entre elles a été en contact avec Maria, elle lui a envoyé des messages vocaux. « Mash, je n'arrive pas à entendre, à l'aide. C'est l'enfer. Ils font des choses terribles. J'ai vu quelqu'un être emmené au sous-sol et il y avait des cris. » Après cela, Diana a disparu. Le corps de Sonia a été retrouvé dans la rivière un mois plus tard, et les circonstances de sa mort ne sont pas claires. Le rapport médico-légal indique « mort par noyade », mais ses proches sont persuadés qu'elle a été assassinée. La police avait poursuivi ces affaires sans grand succès. Pas de pistes, pas d'indices, car beaucoup de choses s'étaient passées à l'extérieur du pays. Il s'est avéré que la liste pouvait être plus longue. Les journalistes ont commencé à consulter les archives et ont trouvé 5 ou 6 cas de décès, disparition de jeunes filles qui s'étaient soudainement rendues à l'étranger pour un événement privé et qui avaient ensuite disparu. Tout indique qu'un groupe attire des mannequins dans les pays arabes pour des orgies sauvages et des rituels. Et si une fille n'était pas d'accord ou voyait quelque chose, on s'en occupait. Sous le couvert de la nuit et à la lumière vacillante des bougies, des rituels étaient organisés qui ne pouvaient être qualifiés que de sauvages. Selon les survivants, c'est dans des pièces séparées de ces luxueuses demeures que se déroulaient de véritables rituels de sacrifice. Au début, il s'agissait de scènes macabres avec des animaux. Béliers, chèvres, qui étaient sacrifiés pendant que les invités riaient et levaient leurs verres, considérant tout cela comme exotique et un spectacle pour les élus. Mais certaines jeunes filles avaient le sentiment que, sous le couvert d'une ancienne tradition arabe, les cheikh manifestaient des désirs bien plus sinistres, testant le degré de violence qu'ils étaient capables d'atteindre. Selon des témoins, ces rituels étaient contrôlés par un groupe de personnes directement liées à plusieurs hommes puissants et riches du Golfe. Ils auraient conclu un accord secret. Pas de téléphone ni de caméra, les filles signent un accord de non-divulgation. En échange, on leur promet des cachets mirobolants et des vacances royales. Mais en fait, ce qui les attendait n'était pas seulement des loisirs dangereux, mais aussi des rituels sombres et des actes violents.
Quelqu'un a parlé des salles où les filles étaient forcées de boire des mélanges incompréhensibles sous la musique forte des invités, puis forcées d'assister au sang et aux cris des animaux, et parfois, à la grande horreur, à la violence contre les filles elles-mêmes. Les gardes de ces fêtes étaient strictement chargés de veiller à ce que personne ne quitte l'événement avant son terme. Ceux qui tentaient de s'échapper se heurtaient à des hommes armés dans les couloirs. D'autres mannequins qui ont été attirés de cette manière ont admis qu'elles avaient enduré cet enfer uniquement parce qu'elles avaient compris que si elles résistaient, elles risquaient de ne pas rentrer chez elles. Maria Kovalchuk, selon ses connaissances, a déjà vu quelque chose de terrible lors d'une telle fête, mais elle a réussi à s'en sortir sans conséquences graves, hormis des traumatismes et des ecchymoses. Elle a peut-être été sauvée par le fait qu'elle faisait partie des nouveaux venus et qu'elle restait discrète. Mais au bout d'un certain temps, elle a de nouveau accepté la proposition, prétendument tentée par la somme d'argent qui pouvait être payée en liquide pour la soirée. On a dit à la jeune fille « Tu as tout sous contrôle, sois juste belle et souris ». Cependant, comme elle l'a raconté plus tard à une amie, cette fois-ci, parmi les invités se trouvait un certain cheikh Abu Khalid, connu dans un petit cercle pour sa cruauté et ses bizarreries effrayantes. L'ami, à qui Maria a réussi à écrire plusieurs messages, a déclaré qu'à un moment donné, une sorte de scène rituelle a été organisée avec de la musique, du direct et des animaux déjà sacrifiés, et que les filles, dont Maria, étaient presque forcées d'être à proximité, de regarder et de participer à ce spectacle. Cette cérémonie a duré plusieurs heures, et une fois le spectacle principal terminé, les invités ont été emmenés dans différentes pièces. Maria se rend compte que les choses prennent une tournure beaucoup plus sombre. Plusieurs amis qu'elle connaissait ont disparu. Des gardes en costume noir poussent les filles en pleurs plus loin dans les couloirs. Maria a tenté de résister et a demandé à être libérée, mais selon ses propres dires, racontés plus tard à la police, elle a reçu un coup de poing et s'est réveillée dans une petite pièce où elle a été interrogée par Mahmoud Al-Duheri, le cerveau, présumé de ces soirées. Il lui a crié « Tu en as trop vu et tu risques de parler. Tais-toi et nous te laisserons vivre ». Maria a alors décidé que la seule façon de survivre était de faire semblant d'être soumise et d'accepter toutes les conditions pour sortir de cet endroit. Quelques jours plus tard, elle a réussi à contacter des personnes à l'extérieur de la villa, mais s'est fait prendre. Elle a décrit les heures qui ont suivi comme un véritable enfer. Elle a été battue. On lui a administré des électrochocs, puis on a apparemment décidé qu'il valait mieux se débarrasser complètement d'elle. Selon la version officielle, Maria a reçu des tranquillisants, a été mise dans un avion, et une fois arrivée dans sa ville natale, des inconnus l'ont jetée hors de la voiture à la périphérie. Soit l'un des organisateurs avait honte de la tuer sur le territoire d'un autre pays, soit il espérait qu'elle mourrait de ses blessures. Quoi qu'il en soit, un matin, des passants l'ont trouvée presque inconsciente. Maria avait des côtes cassées, des poignets brisés, de multiples ecchymoses et des brûlures. Plus tard, une expertise montrera que certaines de ces blessures ont été causées par des coups portés avec un objet lourd et contondant. À l'hôpital, Maria n'a pas pu parler pendant longtemps, et lorsqu'elle a enfin repris conscience, les policiers étaient assis, les yeux écarquillés, à écouter son histoire. Ils ont enregistré chaque mot, sur ses rites, sur les rituels sanglants, sur les chèques, qui, apparemment, ne sont pas inscrits dans la loi. Mais il y a un sérieux problème, Maria ne dispose d'aucune preuve claire, à l'exception des marques horribles sur son corps et de quelques vagues photos prises à la hâte sur son téléphone. Elle a nommé Cheikh Abu Khalid, Mahmoud Al-Duheri et d'autres. Or, toutes ces personnes semblaient avoir une énorme influence. Une enquête a été ouverte, mais les responsables de l'agence qui l'avait engagée ont affirmé ne rien savoir. La partie arabe est restée silencieuse, et la plupart des filles qui ont pu corroborer son histoire ont elles-mêmes craint pour leur vie. Plus tard, on a ajouté à l'affaire qu'une semaine avant la tragédie, l'ami de Maria, également mannequin, avait disparu et s'était rendu dans le même manoir. Elle n'a jamais été retrouvée. Il a été question qu'elle soit devenue une victime de l'un des spectacles rituels, mais il n'y a pas d'informations fiables à ce jour. Ayant appris la disparition de son amie, Maria aurait décidé de s'enfuir. C'est probablement à ce moment-là qu'elle a signé son verdict. Pour les cheikhs influents, une fille qui ne veut pas se plier à leurs règles est un fardeau qu'il est plus facile d'éliminer. Entre-temps, le cas de Maria Kovalchuk a suscité un écho public, principalement dans les réseaux sociaux et sur les portails internet indépendants. Les grands médias l'ont couverte avec modestie, les références à des invités arabes de haut rang, soulevant trop de questions.
Certains blogueurs ont publié des clips suggérant que ces fêtes étaient financées par de grands magnats du pétrole, pour qui divertissement et violence sont depuis longtemps associés. Les autorités se sont refusées à tout commentaire tant que l'enquête n'est pas terminée. Mais des personnes proches de l'affaire ont murmuré « Oubliez ça, il y a tellement d'argent en jeu que personne ne voudrait être impliqué avec eux ». Maria elle-même, malgré les horribles coups qu'elle a reçus, a survécu. Mais la rééducation physique a pris de nombreux mois. Ses fractures ne guérissaient pas bien et elle a dû subir plusieurs opérations. Le choc psychologique n'a pas été moindre. Seuls des médicaments puissants l'ont préservée des crises de panique. Les médecins ont déclaré que les émotions et les souvenirs la hantraient pendant longtemps, voire jusqu'à la fin de sa vie. Parallèlement, Maria a continué à subir des pressions de la part de personnes inconnues. Ils l'ont menacée de ne pas survivre à la prochaine rencontre avec eux si elle se présentait au tribunal et citait des noms précis. Elle a néanmoins témoigné officiellement. Hélas, lorsqu'il s'agit de personnes précises, tout s'arrête. Les souvenirs de Maria sont trop flous. La police n'a reçu que des preuves indirectes, de la correspondance dans son téléphone, quelques photos étranges avec des objets ensanglantés, des noms alias de chèques. Mais à chaque fois, l'enquête a abouti à un cercle d'intermédiaires suspects, et c'est tout. Les véritables maîtres de ces fêtes sanglantes sont restés dans l'ombre. Aucun d'entre eux, bien sûr, n'a comparu officiellement devant les enquêteurs. Les avocats, qui tentent d'aider Maria, se contentent d'écarter les mains. Il s'agit de très grosses sommes d'argent et de connexions internationales. Ils peuvent tout étouffer. La face cachée de ces soirées n'a jamais été rendue publique. Oui, les gens savent qu'il y a des services d'escorte, des événements privés, des réunions VIP, mais peu d'entre eux croient que de véritables rituels avec des sacrifices peuvent s'y dérouler. Et ils ne veulent certainement pas croire que les chèques à la mode et bien coiffés que l'on voit dans les publicités sont capables de telles choses. Maria, quant à elle, est prise entre le marteau et l'enclume. Elle est considérée comme une victime, mais il n'y a pas eu de procès public pour ceux qui l'ont massacrée. Et une semaine seulement après qu'elle ait été retrouvée à moitié morte, tous ces gens étaient probablement déjà en train d'organiser une nouvelle réunion, quelque part dans un autre pays. C'est ainsi que s'est déroulée la journée fatidique de Maria. Le jour fatidique de Maria, lorsqu'elle a été retrouvée inconsciente et brisée, n'a pas marqué la fin de la partie pour les criminels. Il s'agissait peut-être d'un nouvel échec qu'ils ont rapidement balayé sous le tapis, car il n'y a eu pratiquement aucune agitation dans les médias. Les proches de la victime espéraient que le témoignage de Maria permettrait de remonter la filière jusqu'aux chèques eux-mêmes. Mais dans la pratique, tout a été entravé au niveau des frontières nationales et des connaissances des personnes influentes. Les structures officielles ne voulaient pas se brouiller avec de riches mécènes étrangers. Cette période malheureuse de la vie de Maria Kovalchuk s'est achevée, mais le sujet des fêtes arabes n'a pas été entièrement dévoilé. Alors que les victimes sont effrayées ou contraintes de se taire, les principaux instigateurs de ces rites sadiques restent en liberté et continuent probablement à recruter de nouvelles filles. Maria est aujourd'hui dans un état grave et aucun détail supplémentaire n'a été trouvé. C'est tous les amis, mettez vos likes, écrivez vos avis dans les commentaires ce que vous pensez et à bientôt dans de nouvelles vidéos. Vous êtes-vous déjà demandé à quel point la frontière entre un beau rêve et un monstrueux cauchemar était mince? Parfois, la vie défile à toute vitesse. Fêtes, luxe, rencontres avec des personnes influentes. Il semble que le monde entier soit à vos pieds, vous n'avez qu'à tendre la main. Mais que se passe-t-il si, à un moment donné, la lumière éblouissante se transforme en lumière aveuglante, quand les sourires amicaux se révèlent être des masques, et que les promesses de richesse ne sont qu'un mirage dans le désert? Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire où tout se mélange. La promesse d'une vie féerique, aux côtés d'un homme qui se faisait appeler prince héritier ou même cheikh, beaucoup d'argent, de beaux mannequins, et la disparition, brisant des vies et des destins. Et tandis que sur le tableau d'affichage de l'aéroport brûle, Dubaï, dans la tête clignotent des séances photo chic, des fêtes folles, des pantous avec vue sur la ville du futur. Et personne ne pense au fait que le luxe n'est parfois qu'un emballage pour quelque chose de sombre, qui emporte le dernier espoir. Nous allons nous plonger dans une histoire qui en a fait frémir plus d'un. Une histoire de filles qui ont été invitées à participer à des soirées VIP fermées. Selon les rumeurs, tout est loin d'être aussi glamour et amusant que sur les couvertures des magazines. Au centre de notre récit, une incroyable tragédie liée au mannequin ukrainien Maria Kovalchuk,
retrouvée sur le bord de la route à Dubaï avec de terribles blessures. Et puis, il y a les histoires effrayantes concernant un prétendu cheikh arabe qui a choisi sa femme en Europe. On pourrait penser qu'une telle intrigue conviendrait à un film d'épouvante. Mais, de façon terrifiante, certaines parties de cette histoire sont une réalité que vous ne voulez pas accepter. Si vous êtes prêt à ouvrir les yeux sur la face cachée des hôtels clinquants, où, au lieu d'un amour de conte de fées, de terribles crimes peuvent être commis, alors mettez-vous à l'aise. Ce ne sera pas facile. Mais vous devez entendre ceci. Avant de nous plonger dans la journée la plus cauchemardesque de cette histoire, examinons de plus près ceux qui, volontairement ou non, y ont joué un rôle. Maria Kowalczuk était un jeune mannequin ukrainien de 20 ans. Gaie, souriante sur toutes ses photos, elle est arrivée à Dubaï vers le début du mois de mars 2025. Pourquoi ? Comme beaucoup de jeunes filles d'Europe de l'Est, Maria rêvait d'une carrière internationale, de l'opportunité de réaliser un portfolio étonnant et bien sûr, d'une stabilité financière. Ses réseaux sociaux étaient remplis de photos où l'on pouvait voir qu'elle était pleine d'énergie et d'ambition et qu'elle voulait réussir le plus vite possible. Selon les informations qui ont circulé dans les médias et les réseaux sociaux, Maria était portée disparue depuis plusieurs jours. La dernière fois qu'elle a donné de ses nouvelles, le 10 mars, elle a écrit à sa mère « Maman, je suis dans un hôtel chic, il y a une fête sympa. J'ai parlé à des gens intéressants, ils disent qu'ils ont des relations, qu'ils peuvent m'aider à avancer. » Selon les rumeurs, ces « personnes intéressantes » pourraient être non seulement des fêtards, mais aussi des personnes proches de cercles influents. Des cheikhs ont même été mentionnés, d'une manière ou d'une autre, aux Émirats arabes unis. Ce mot est souvent utilisé pour décrire des hommes riches et titrés appartenant à l'élite dirigeante. Et cela ne semble pas être un problème. Juste une fête, la jeunesse, la soif d'aventure. Mais il s'est avéré qu'après ce message, Maria, comme dans l'eau, a disparu. Lorsqu'elle a été retrouvée sur le bord de la route à Dubaï, elle présentait de nombreuses fractures aux bras, aux jambes et à la colonne vertébrale. Les détails de cette découverte sont instantanément devenus viraux sur les blogs et dans les journaux locaux. Aucun gadget ou objet personnel n'a été trouvé sur elle. Certains ont affirmé qu'elle avait été tellement battue qu'elle ne pouvait plus marcher et que son téléphone avait disparu. Il a peut-être été détruit ou bloqué pour que personne ne sache ce qu'elle faisait ou qui elle faisait ces derniers jours. Par ailleurs, les médias sociaux ont beaucoup parlé du fait que ce qui était arrivé à Maria n'était pas un incident isolé. De nombreux avocats, dont Ekaterina Gordon, ont publié des messages mentionnant des « soirées VIP fermées » au cours desquelles des événements terribles se produisent. Violence, chantage. Mais, là encore, les communiqués officiels ne donnent que peu de détails à l'heure où nous écrivons ces lignes. La police des Émirats arabes unis enquête peut-être ou a enquêté, mais les détails sont extrêmement rares dans le domaine public. Un autre personnage est important ici. Pour éviter toute confusion avec des noms spécifiques, nous l'appellerons par convention Michael Smith. Michael n'est ni un mannequin, ni une personnalité publique. Il est l'exemple d'un homme très entreprenant originaire d'un petit pays européen. Michael est arrivé aux Émirats arabes unis il y a environ 5 ans pour se faire une place au soleil dans le secteur des services et du divertissement. Il est ainsi devenu une sorte des « intermédiaires » qui recherchaient des jeunes filles d'Europe ou même de la CEI, les attirant avec des offres de travail, des défilés de mode, la participation à des soirées pour VIP. On dit que Michael est membre des cercles les plus élevés. Ou du moins qu'il aimait le dire à propos de lui-même. C'est lui qui aurait présenté Maria au cheikh, un homme riche et influent, qui aurait été intrigué par l'apparence brillante de la jeune femme et aurait souhaité avoir une épouse européenne. Qui était-il vraiment ? De nombreuses histoires circulent. Dans une société où les titres peuvent résonner fort et où les faits sont parfois cachés aux étrangers, il n'est pas toujours possible de faire la différence entre la vérité et la vantardise. Un autre personnage, que nous appellerons Adam Collins, vient compliquer le tableau. Européen d'origine, il a émigré à Dubaï il y a de nombreuses années et s'y est construit une bonne affaire. Il s'agissait peut-être de restaurants ou de services de chauffeurs personnels pour des dignitaires. Adam a peut-être aussi participé à l'organisation de fêtes pour des invités très fortunés, où les filles faisaient davantage partie de l'entourage. Le bruit courait que Maria avait également rejoint le « parti fermé » par son intermédiaire. Cet enchevêtrement de connaissances, d'intermédiaires et de soirées douteuses entraîne la victime si rapidement que la jeune fille, avide de « belle vie », ne s'aperçoit parfois pas qu'elle marche au bord de l'abîme.
Enfin, le principal catalyseur de la tragédie est le « chèque arabe », au sujet duquel il existe de nombreuses rumeurs et peu de faits confirmés. On dit qu'il est grand, assez jeune, bien que plus âgé que Maria de 10 ou 15 ans, et qu'il possède une fortune colossale. Il possède plusieurs palais et a de l'influence sur des gens importants. Certains disent qu'il est le neveu d'un émir influ, d'autres doutent qu'il est un titre réel. Mais une chose est sûre, il est souvent entouré de mannequins, de yachts de luxe et de personnes qui n'aiment pas être sous les feux de la rampe, mais préfèrent les fêtes discrètes. Ainsi, nous avons Maria est une fille fragile avec de grands rêves, qui est entrée dans le monde des fêtes de luxe grâce à des relations et des promesses de devenir riche rapidement ou d'épouser un prince du désert. Michael et Adam sont, paraît-il, occupés à caser des filles avec de riches clients. Et enfin, un mystérieux chèque, dont on ne connaît ni le nom ni le statut. Mais comme le montre cette histoire, les riches noms de familles arabes ne sont pas toujours des histoires de princes orientaux. Parfois, ce sont des portes cachées derrière lesquelles des choses terribles peuvent se produire. La chronologie de cette tragédie est constituée de bribes de témoignages, de bribes de rapports et de volumes de rapports de police qui ne sont pas accessibles au public ou qui ont fait l'objet de fuites dans les médias. Nous ne pouvons qu'essayer de reconstituer le puzzle à l'aide de sources ouvertes et de la logique. On pense que la dernière nuit où Maria a été vue dans un ordre relatif se situe autour du 10 mars 2025. À cette époque, elle était encore en contact avec sa famille. Selon ses dires, elle était heureuse d'annoncer qu'elle était convoquée à une fête privée et que des personnes influentes seraient présentes. Elle aurait été particulièrement intéressée par un homme qui s'est présenté comme un cheik et lui a offert un moment royal. Il ne s'agissait pas seulement d'une fête dans un club. Toutes les filles auraient été emmenées dans un gratte-ciel, où un étage VIP séparé aurait été réservé à la compagnie de riches invités. Il était impossible d'y monter sans un laissez-passer spécial ou une carte magnétique. La presse ne connaît que des miettes. Des témoins parmi le personnel ont vu comment, tard dans la soirée, plusieurs filles d'apparence mannequin sont entrées, accompagnées d'hommes parlant un mélange d'anglais et d'arabe. Tous avaient l'air très heureux, riant, prenant des photos. Personne ne se doutait qu'il y avait un problème. Ce qui s'est passé ensuite est obscur. Vraisemblablement, la fête a duré jusqu'au petit matin. Les protocoles d'interrogatoire des témoins oculaires ne sont pas du domaine public, mais les blogueurs et les avocats qui ont évoqué l'affaire ont souligné que certains membres du personnel de l'hôtel avaient entendu le bruit et les cris, mais qu'ils n'étaient pas intervenus. La « closet party » étant réservée aux invités de marque, ils n'aiment pas avoir du personnel supplémentaire, et le service de sécurité est généralement dirigé par des personnes liées à l'invité. Le matin, lorsque les femmes de chambre sont remontées à l'étage, elles étaient perplexes, certaines chambres étaient vides. Les hommes étaient partis presque sous le couvert de la nuit et les filles n'étaient pas là. À l'autre bout du couloir, elles auraient remarqué des signes évidents de bagarre ou de désordre. Beaucoup d'objets étaient éparpillés, y compris des accessoires féminins, mais personne n'osait y toucher. Selon eux, un pas à gauche ou à droite, des problèmes avec un client influent. En conséquence, les 2 jours suivants, il s'est avéré que Maria et quelques autres filles avaient tout simplement disparu. Ni sur les réseaux sociaux, ni sur leur téléphone. L'une des amies de Maria, qui ne participait pas à la fête, a été la première à tirer la sonnette d'alarme. Elle a essayé d'appeler, mais en vain. Malheureusement, les histoires de disparition de jeunes filles dans les grandes métropoles ne sont pas rares, et la police ne réagit pas toujours instantanément. Pourtant, quelques jours plus tard, Maria a été retrouvée. Selon des informations non officielles, elle se trouvait sur le bord d'une autoroute à l'extérieur de la ville. De multiples fractures aux bras et aux jambes, une blessure à la colonne vertébrale, cela ressemble à une quantité scandaleuse de brutalité. Elle était inconsciente, découverte par un automobiliste qui a appelé une ambulance. Il est difficile de dire comment Maria s'est retrouvée là et combien de temps elle a passé seule. Un enquêteur a suggéré qu'elle avait peut-être été jetée de la voiture pour tenter de brouiller les pistes. La question s'est immédiatement posée dans le domaine de l'information. Que s'est-il passé au cours de cette nuit funeste? Y a-t-il un lien avec le cheik mentionné? Ou bien l'un de ses proches collaborateurs a-t-il décidé d'exercer des représailles? Selon certaines rumeurs, derrière les portes VIP de l'hôtel, il n'y avait pas seulement une fête, mais un divertissement sophistiqué, éventuellement accompagné d'un recours à la violence, puis de la mise au rebut de la victime. Cependant, notre histoire ne s'arrête pas à Maria Kowalczuk. Il y a plus macabre encore.
Selon des informations non vérifiées, une autre fille, que nous appellerons Jessica Evans, un nom au conditionnel pour éviter toute identification directe, ne nous a mystérieusement pas contactés après la même fête. On ne sait pas où elle se trouve actuellement. Bien qu'aucun corps n'ait été retrouvé et qu'il n'y ait pas de déclaration officielle de la police, certains initiés affirment que Jessica n'a pas survécu à cette nuit. C'est là qu'intervient l'histoire du « cheikh arabe », qui n'était pas seulement à la recherche d'une belle épouse, mais qui a également créé autour de lui une sorte de harem de femmes étrangères, qui étaient en fait réduites en esclavage sexuel. Et si quelqu'un n'était pas d'accord ou tentait de s'échapper, il était sévèrement puni. Les informations sont rares et tout repose sur des spéculations. Les Émirats arabes unis ont des lois strictes et les enquêtes n'y sont souvent pas rendues publiques. Mais l'opinion publique était en ébullition. On disait qu'une fille avait été tuée, qu'une deuxième avait été retrouvée à moitié morte et qu'une troisième avait disparu, toutes dans la même entreprise, lors de la même fête. Il y avait des signes d'un crime collectif. Bien entendu, de telles rumeurs ont donné lieu à de nombreuses versions. De « tout est faux et Dubaï est sûr » à « nous avons affaire à une entreprise bien établie qui fournit des mannequins aux riches ». Où se trouve la vérité? Il est fort probable qu'elle se situe quelque part entre les deux, et il n'y a pas encore de verdict officiel. Il n'en reste pas moins que Maria Kowalczuk a été hospitalisée avec de terribles blessures et que sa vie ne tenait qu'à un fil. Selon des informations non confirmées, elle avait des choses à dire. Il s'agit peut-être d'un témoignage enregistré. Elle aurait mentionné le nom du « cheikh » et décrit un certain « rituel » au cours duquel les filles étaient maîtrisées, intimidées et contraintes à des actes intimes. Mais l'ampleur et les détails sont inconnus du grand public. La tragédie, hélas, c'est que tous les protagonistes de cette histoire n'ont pas survécu. On pense que Maria, par miracle, n'est pas morte immédiatement, les médecins se sont battus pour sa vie, et elle est devenue l'incarnation la plus bruyante du cauchemar qui se cache derrière les paillettes. Et si nous parlons du « jour du meurtre », il s'agit du moment fatidique de la fête où l'amusement a tourné à la violence. Selon une version, le « cheikh » a personnellement puni la fille qui refusait de se plier aux exigences de quelqu'un, et selon une autre, tout s'est passé dans l'entreprise, où il n'a fait que fermer les yeux. Quoi qu'il en soit, depuis ce jour, Maria a disparu de la vue, vivante et indemne. Elle est devenue une victime que l'on a jetée comme une chose inutile. Il faut se rendre à l'évidence, aux Émirats arabes unis, les services chargés de l'application de la loi travaillent d'une manière particulière. Lorsqu'il s'agit de hauts fonctionnaires, des mécanismes sont souvent mis en place pour étouffer le scandale sans faire de vagues. Cependant, le fait que Maria soit citoyenne d'un autre pays, l'Ukraine, ainsi que la couverture active de l'affaire sur les réseaux sociaux, ont fait qu'il n'a pas été possible de garder le silence. La première explosion a eu lieu dans les canaux Telegram et sur les pages des activistes. Des déclarations de l'avocate Ekaterina Gordon, où elle dit « On suppose que derrière ces soirées VIP se cache une chaîne de violence et d'esclavage, que certaines filles disparaissent et que leur sort reste un mystère. » Dans le même temps, des commentaires d'utilisateurs qui auraient déjà vécu cette situation ont commencé à apparaître. Les mannequins qu'ils connaissaient se rendaient à Dubaï, sous contrat, et perdaient ensuite tout contact avec leur famille. Certaines sont revenues blessées, mais n'ont pas osé parler. La police de Dubaï a ouvert une enquête. Selon des informations officieuses, la direction de l'hôtel où se déroulait la fête a rapidement fourni des images de vidéosurveillance, mais celles-ci ne suffisent pas à donner une image complète de la situation. Elles montrent qu'un groupe de filles, accompagnées d'hommes, est entré dans la soirée du 10 mars, puis que certains des mêmes hommes sont ressortis le matin. Ils n'ont jamais été revus avec les filles. L'ascenseur menant à l'étage VIP n'était pas appelé au moment des faits allégués. Ou, s'il l'a été, il a pu être appelé d'une autre manière. Les gardes ont déclaré qu'ils n'avaient rien vu de suspect et qu'ils n'avaient pas réagi au bruit, s'il y en avait, parce qu'il s'agissait d'une fête fermée et que l'invité lui-même avait demandé à ne pas être dérangé. Selon certains rapports, le garde personnel du « cheikh » lui-même aurait été de service cette nuit-là, de sorte que le personnel de l'hôtel n'a pas eu accès à l'étage du tout. Les témoins clés sont donc ces mêmes gardes. Mais où est leur témoignage? Les autorités restent silencieuses. Il s'est avéré difficile de contacter le « cheikh ». Son statut réel fait l'objet d'un débat. Certaines sources affirment qu'il appartient réellement à une famille influente, d'autres qu'il s'agit d'un imposteur qui s'est enrichi grâce à des activités illégales. Quoi qu'il en soit, ces mécènes sont sérieux et il n'est pas facile de les interroger sur un pied d'égalité.
Dans le pays d'origine de Maria Kovalchuk, l'Ukraine, les autorités ont également exprimé leur inquiétude. Le ministère des Affaires étrangères aurait envoyé une demande d'assistance pour obtenir des données officielles sur l'évolution de l'affaire. Le public a insisté, il est impossible de garder le silence lorsqu'une telle chose se produit dans un pays riche qui prétend être sûr et respectueux de la loi. Finalement, d'après ce qui a été divulgué à la presse, l'affaire a fait l'objet d'une enquête ouverte, bien qu'elle ait pu être menée sans trop de publicité. Michael Smith, l'homme qui aurait pu présenter Maria à ces hommes riches, était introuvable. Mais des rumeurs circulaient sur le fait qu'il était parti depuis longtemps. Il aurait été vu dans un aéroport européen une semaine après l'incident. Adam Collins a également cessé soudainement de nous contacter. Personne ne savait grand-chose de ses activités et il s'est avéré que toutes les sociétés étaient enregistrées à l'étranger. Les enquêteurs ont également tenté de retrouver d'autres filles susceptibles d'avoir participé à cette funeste soirée. Mais rien n'a été fait. Personne n'a voulu partager ces informations. Soit elles ont été intimidées, soit elles ont acheté le silence, soit elles sont simplement parties. En fait, le tollé public ne tenait qu'au nom de Maria, qui, étant vivante, pouvait témoigner. Le problème est qu'elle est dans un état grave. Selon un rapport, elle était dans le coma depuis plusieurs jours. Selon d'autres, elle était consciente mais incapable de parler à cause de la douleur intense et des médicaments. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour stabiliser sa colonne vertébrale et ses membres, les blessures étant incompatibles avec une chute normale ou un accident de la route. Lorsqu'elle a commencé à se rétablir, l'enquête aurait tenté de l'interroger. Mais les informations obtenues par la police n'ont guère été divulguées à la presse. Ce qui a filtré, ce sont des rumeurs. Maria a déclaré qu'elle avait été retenue, contre son gré, qu'un homme qu'elle croyait être un cheik s'était laissé aller à de graves violences physiques. Elle a écrit à quelqu'un sur Messenger, le suppliant de l'aider à sortir. Ce message n'a peut-être jamais été transmis, mais il a été envoyé. La suite est un véritable fourré. Certains blogueurs ont écrit que le jeu était joué pour un accro. Personne au sommet ne veut de scandale. D'autres ont dit que l'affaire irait certainement devant les tribunaux parce que l'histoire était trop médiatisée, en particulier à l'étranger. En conséquence, après plusieurs mois, les autorités d'enquête des Émirats arabes unis, selon un certain nombre de publications, ont dû déclarer plusieurs personnes recherchées, y compris celles qui étaient présentes à la fête. Mais les noms n'ont pas été rendus publics. Que se passait-il avec le cheik ? Nous disposons de peu d'informations. Il a peut-être fui le pays ou entamé des négociations par l'intermédiaire de ses avocats. Il arrive que des personnalités puissantes restent formellement indisponibles pour être interrogées, en invoquant l'immunité diplomatique ou des relations personnelles. Le déroulement de l'enquête peut donc être décrit comme chaotique, confus et fortement dépendant du statut de l'auteur éventuel. Mais en fin de compte, nous pouvons constater que l'affaire n'est pas close, car la résonance autour du nom de Maria Kovalchuk s'est étendue bien au-delà des Émirats arabes unis. Malgré toutes les difficultés, plusieurs personnes de l'entourage du cheik ont comparu devant le tribunal de Dubaï. Les accusations de violence, de privation illégale de liberté et d'atteinte grave à l'intégrité physique ont été retenues. Cependant, le personnage clé, le cheik lui-même, est hors d'atteinte. On dit qu'il y a eu des pressions politiques, des tentatives de corruption et de chantage. Quant à Maria Kovalchuk, selon les dernières informations, elle se rétablit, mais sa carrière de mannequin était très compromise en raison de ses blessures. Selon certaines versions, elle est retournée dans son pays d'origine pour poursuivre son traitement. Un long rétablissement l'attend, tant sur le plan physique que mental. Mais son histoire est devenue un symbole de la façon dont le monde glamour peut être insidieux. Malheureusement, les experts s'accordent à dire que les cas de mannequins ou de jeunes filles ayant des ennuis ne cesseront pas tant qu'il y aura une demande pour des spectacles louches et le patronage de personnes influentes. La tentation de l'argent facile est grande, et les mécanismes de défense juridique échouent souvent face au pouvoir et à la richesse. L'important, c'est que chaque histoire médiatisée attire l'attention et sauve peut-être de nouvelles victimes en les mettant en garde. Si au moins quelques personnes y réfléchissent à deux fois et n'acceptent pas une offre douteuse, cela signifie que ces histoires n'ont pas été vaines.